Je vous remercie de vous joindre à nous, à notre rendez-vous du webinaire du mercredi que nous avons commencé au début de la crise Covid-19 en mi-mars, à la mi-mars, qui porte aujourd'hui donc sur la santé et l'action climatique et plus précisément le rôle que pourraient jouer les fondations dans ce cadre-là. Donc, je me présente, je suis Ina Chalala, directrice du savoir et des partenariats à Fondation Philanthropique Canada. Et pour commencer sur une bonne note et comme il se doit, nous aimerions reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue, Canada, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires, cédés ou non cédés, constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Donc, très brièvement, quelques mots sur le webinaire d'aujourd'hui. D'abord, ce webinaire s'inscrit dans une initiative de sensibilisation et de collaboration autour de la question climatique au Québec. Il s'agit d'une initiative de Fondation Philanthropique Canada avec le soutien de 5 fondations montréalaises qui a comme objectif d'informer, d'apporter des solutions pratiques à toute fondation philanthropique qui souhaiterait s'engager davantage dans l'action climatique. Pour ce faire, nous avons établi un certain nombre de partenariats stratégiques. Je mentionnerai Financeurs en environnement au Canada, Environmental Funders Canada en particulier, avec d'autres partenaires aussi, pour nous permettre de vous offrir vraiment une panoplie d'activités afin de vous soutenir dans votre action climatique. Je donnerai un peu plus de détails à la fin de ce webinaire sur cette initiative. Et nous avons aussi établi et engagé le soutien de Copticom, qui est représenté aujourd'hui par Dario Lezzoni, qui va faciliter cette discussion. Bonjour Dario. Nous avons le plaisir donc de l'avoir parmi nous et d'avoir des experts de haut calibre. On a vraiment une chance aujourd'hui d'en avoir 2 sur notre panel, qui sont spécialisés sur la question des liens entre climat et santé. Nous avons aussi l'opportunité d'écouter une fondation qui partagera son expérience sur son action climatique pour nous inspirer. Donc, Dario Lezzoni est présentement professeur enseignant en marketing des entreprises sociales et collectives à l'ESG UQAM. Il est aussi conseiller principal chez Copticom, entreprise sociale dédiée aux entreprises à impact positif. Donc, avant de donner la parole à Dario, je voudrais vous rappeler qu'il est possible de poser vos questions en tout temps pendant les présentations dans la boîte en bas de votre écran sur laquelle est inscrit Q&A. Donc, on va éviter d'utiliser le chat box pour les questions. Je vous encourage vivement à les mettre dans le Q&A, dans la petite boîte Q&A en bas de votre écran. And I would like to remind our English-speaking participants that they can have access to live translation. Valerie, can you tell us a bit more on how to access the simultaneous interpretation? Certainly. Good afternoon, everyone. So for those of you who are the English-speaking folks who are joining this webinar today, thank you for being here. It is a very simple way to turn on this feature. I'll explain it to you very quickly. So quick note is, as was mentioned in the description, you will need to be using the Zoom desktop version and not the web browser version, as this feature is only available in the Zoom desktop application. Once you're in this call, hopefully you are using this desktop version, you will want to go to your toolbar at the very bottom that has a list of the participants, and then you will see a globe icon that has the word interpretation underneath. By clicking on this, you'll be able to see in which language you wish to view this webinar today. For the English-speaking folks, you will click English. There is a simultaneous interpretation that will be taking place. For those of you French speakers today, you can select French to make sure that you view it in the original language. Donc, juste pour répéter, pour ceux et celles qui veulent participer au webinaire en français, c'est très important de sélectionner français dans la barre en bas. Il y a un petit globe suivi par le mot interprétation. Sélectionnez français et ça vous permet de le regarder dans la langue originale. Donc, merci beaucoup and happy viewing. Merci beaucoup Valérie. Et sans plus tarder, je passe la parole à Dario Lezzoni pour nous présenter les panélistes et engager la conversation.
Merci Inès, merci Valérie, c'est très apprécié. Dario Iazoni avec vous, Copticom Stratégie Relations publiques. On est un cabinet conseil spécialisé en environnement, transport, aménagement, économie sociale également. C'est ma pratique principale. Très heureux de vous accompagner aujourd'hui, mais surtout de vous présenter les panélistes qui nous accompagneront dans les réflexions sur le rôle que peuvent jouer les fondations philanthropiques en santé en lien avec les changements climatiques. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'entendre Pierre Gosselin, qui est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec pour les dossiers climat et santé. Il a coordonné le programme de recherche conjoint Ouranos et l'Institut national de la santé publique en santé et climat de 2004 à 2019 et il a dirigé le volet santé du plan d'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique entre les années 2007 et 2017. Il est diplômé en médecine de l'Université Laval et en santé environnementale à l'Université de Californie à Berkeley. Il a dirigé pendant 22 ans le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en santé environnementale au CHU de Québec, Université Laval, et où il est professeur de clinique. Il demeure actif en recherche sur ces sujets. Par la suite, nous aurons le plaisir d'avoir le docteur Éric Nothebert, médecin urgentologue au CIUS nord de l'île de Montréal, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et clinicien-chercheur attaché à l'hôpital Sacré-Cœur, toujours à Montréal. Dr Nothebert a travaillé au niveau santé-environnement sur un très grand nombre de dossiers depuis une quarantaine d'années. Il a travaillé notamment en transport collectif et actif, sur des questions énergétiques, dans la lutte aux îlots de chaleur urbains, l'agriculture et l'usage des pesticides, et enfin, le virage vert des hôpitaux et la réduction des impacts des projets miniers. Ces travaux de synthèse des connaissances, de participation à plusieurs commissions fédérales, provinciales et municipales et de prise de position ont été réalisés dans le cadre des mandats qu'il a pris dans le cas avec l'Association canadienne et québécoise des médecins pour l'environnement et des collaborations avec divers groupes de citoyens, plusieurs OBNL et milieux universitaires, tant canadiens et québécois. Enfin, nous conclurons notre conversation avec Annie Bérubé, qui est directrice des programmes à la Fondation McConnell, qu'elle a rejoint en 2019 pour soutenir les travaux sur une transition équitable et inclusive vers une économie nette zéro carbone. Auparavant, elle a été directrice des relations gouvernementales pour Équiterre à Ottawa. Elle a fait aussi partie de l'équipe de Smart Prosperity, un groupe de réflexion sur la recherche en économie environnementale à l'Université d'Ottawa. Et auparavant, elle a passé plus d'une dizaine d'années à titre de conseillère principale en politique à Environnement Canada et Santé Canada sur la gestion des pesticides, des substances toxiques et en particulier tout ce qui concerne la protection de la santé des populations vulnérables, ainsi que 2 ans en titre de vérificatrice générale, vérificatrice environnementale au bureau du vérificateur général du Canada. Donc, on vous a préparé un panel assez relevé et nous pourrons en avoir davantage. On s'enligne pour se donner un 15 minutes de questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions donc, dans la boîte prévue à cet effet de questions-réponses, de Q&A. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr Gosselin pour ouvrir le bal. Dr Gosselin, à vous la parole et si on peut avancer la présentation pour amener au contenu de Dr Gosselin. Pierre, la parole est à vous. Oui, bonjour, merci. Merci de l'invitation et bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tout ce que je veux, dans le fond, vous présenter, ce sont un peu les problèmes de santé actuels et futurs qui sont reliés au changement climatique, avec un focus sur le Québec, c'est ce qu'on m'a demandé, dans l'optique de prévenir éventuellement ces problèmes-là, de les soigner correctement. Et là, ce sera plutôt mon collègue Éric Nothebert qui va s'en occuper. Et proposer aussi quelques priorités d'action pour s'adapter à ces changements climatiques qui sont déjà présents. Suivant. Alors, même si vous n'avez jamais entendu parler ou fouillé tellement les changements climatiques, c'est assez simple. Hein? Beaucoup de gens sont rebutés par l'aspect modèle
scientifiques et tout, mais c'est très simple. C'est soit les moyennes changent. Les moyennes, c'est l'hiver passé était plus doux, et c'est ce qu'on voit depuis 30 ans, nos hivers sont plus doux, ou les étés futurs seront plus chauds. C'est ce qu'on a commencé à voir depuis quelques années. L'autre aspect, ce sont les extrêmes. Alors, les extrêmes, ce sont toutes les formes de tempêtes, toutes les formes de phénomènes qui arrivent plus rarement, mais qui causent des problèmes importants. N'importe qui, dans le fond, qui a fait chauffer de l'eau dans un chaudron sur un poêle comprend les changements climatiques parce que on allume le feu, il ne se passe rien. Après ça, l'eau tiédit et l'eau devient très chaude. On est rendu entre tiède et très chaud. Et après quelques temps, on voit les bouillons apparaître. Et ça, c'est un peu les extrêmes, si vous voulez. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on ferme le feu, ça continue un bout de temps. Et c'est pour ça que même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre complètement demain matin, ça va continuer encore à cause de l'énergie, de la chaleur accumulée dans les océans et un peu partout. Prochaine. Au Canada, depuis 1948, on a déjà réchauffé en bonne partie, mais de façon variable. Vous voyez que l'Est est quand même beaucoup moins réchauffé que l'Ouest et surtout que le Nord. Alors, on a déjà réchauffé de l'ordre de 1,5 degré dans l'Est, mais certaines zones sont encore assez semblables à ce qu'elles étaient. Par contre, si on regarde l'Alberta, les prairies, c'est plus avancé déjà. On est au-dessus de 2 degrés. Et vers le nord, on est à 3,5, 4 degrés à certains endroits. Pourquoi c'est plus chaud que ce qu'on entend, il ne faut pas dépasser 1,5 degré? C'est tout simplement que quand on dit qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degré à l'échelle planétaire, ça inclut tous les continents, tous les océans. Et sur les continents, ça réchauffe beaucoup plus. C'est ce qu'on voit ici. Et vers le nord, ça réchauffe beaucoup plus aussi. C'est ce qu'on constate au Canada. Suivant. Au niveau précipitation, qui est l'autre phénomène important, on peut se considérer comme assez chanceux parce que ça va rester assez stable, ce qu'on voit ici, mais pas dans le nord. Alors, dans le sud du Canada, ce que ça veut dire, c'est quand même abondance d'eau la plupart du temps, comme on est habitué, sauf l'été, où on va plutôt assister à une tropicalisation des pluies, donc sécheresse alternée avec pluie extrêmement abondante. Le nord, lui, qui avait peu de précipitations, va en voir beaucoup plus, en voit déjà beaucoup plus, ce qui n'est pas une bonne idée parce que, au point de vue glace, d'avoir des pluies ou de la neige l'hiver qui va fondre ensuite, amène la fonte du pergélisol. Suivant. Les extrêmes qui nous intéressent, c'est tous ceux qui existent déjà. L'effet des changements climatiques, c'est de les rendre plus fréquents ou plus sévères, ou les deux ensemble. Alors, vous voyez que tout le monde n'est pas exposé à tout ça. Si vous demeurez à Montréal, les avalanches sont rares, de même que les tempêtes côtières. Ce que tout le monde, par contre, peut comprendre, c'est que c'est les cascades, les effets dominos qui peuvent arriver. Comme on a vu en 2018 avec des inondations importantes suivies d'un été très chaud et au total, dans certaines régions, en plus des feux de forêt. Alors, ça peut, à la longue, et même après juste une saison, être très lourd à porter. Suivant. Au niveau mondial, ce qu'on note depuis 40 ans, grosso modo, c'est que ces événements extrêmes de toute nature ont occasionné beaucoup plus de pertes. D'une part, à cause du fait qu'on se construit davantage près des côtes ou près des rivières, mais d'autre part, parce qu'il y a aussi cette augmentation-là des événements. Si on compare avec des choses qui ne sont pas liées au climat, qui ne sont pas liées au cycle de l'eau ou à la chaleur, comme les tremblements de terre, ben, eux, ils sont restés stables depuis 40 ans. Il y en a plus, il n'y en a pas moins. Mais le reste a été multiplié par 3, grosso modo.
Dans certaines régions, c'est plus élevé, dans certaines, un peu moins, mais c'est constaté partout sur la planète. Suivant. À l'heure actuelle, il y a de très bonnes, si vous voulez savoir ce qui va arriver dans votre coin de pays, parce qu'au bout du compte, c'est toujours ce qui nous préoccupe, ce qu'on fait. À la fois Environnement Canada, avec son site Données climatiques Canada, ou donnéesclimatiques.ca, et OUANOS, qui le fait pour le Québec, on peut avoir pour plusieurs indicateurs qui nous intéressent, comme ici, je vous montre la région de Montréal-Laval, le nombre annuel de jours de plus de 30 degrés à gauche. Alors, on en a quelques-uns par année. Et on simule, selon les scénarios pour la période 2040-2070, avec un scénario élevé, qui est ce qu'on vit présentement. On continue à augmenter notre production de gaz à effet de serre. Alors, en moyenne, ça va être multiplié par 3. Suivant. Le nombre de jours, donc, pour Montréal, de plus de 30 degrés, va tripler et certaines années va quintupler. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des étés un peu comme 2018, à 50-60 jours au-dessus de 30 degrés, alors qu'on est habitué à 10 par année. C'est pareil partout au Québec. Québec, Saguenay, il commence à faire chaud un peu partout. Les périodes de canicule, qui durent donc 3 jours de plus de 30 degrés, vont être multipliées par 3 dans la région montréalaise, mais par 10 dans certaines autres régions qui en vivaient peu. Alors, c'est quand même important. Puis, ce qui est encore plus important, c'est que quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans, à travailler dans le sujet, à faire des recherches, puis à côtoyer les climatologues, ils nous disaient il ne se passera rien de majeur avant 2050. Et là, on est juste 25 ans après, puis on le vit. Ce qui devait arriver en 2050 commence maintenant en 2020. Alors, c'est majeur comme changement, comme accélération. Suivant. Alors, quels sont les problèmes de santé actuels et futurs liés au changement climatique? On va régler ça bien vite, prochaine dia. Dans le fond, il n'y a pas de nouvelles maladies reliées au changement climatique. Il y a des maladies existantes qui surviennent plus fréquemment, qui sont empirées par le changement climatique, qui sont rendues plus sévères. Il y a des maladies infectieuses qui étaient au sud, qui remontent vers le nord. Mais sinon, c'est les mêmes maladies, les plus fréquentes comme maladies infectieuses, cardiovasculaires ou respiratoires, qui vont augmenter. Certains autres problèmes qui vont aussi se poser au niveau de santé mentale, principalement, notamment lors des cascades dont je parlais. Il y a quelques cascades d'événements extrêmes. Aussi des problèmes reliés aux grossesses, aux accouchements. Si on va davantage faire de barbecue dehors et qu'on s'expose davantage aux ultraviolets, c'est plus de cancer de la peau. Alors, vous voyez, c'est ce genre de situation-là qui va arriver. Suivant. Pourquoi ça ne crée pas de maladie? C'est que le corps s'exprime d'un nombre limité de façons. Et puis, les autres facteurs préexistants sont toujours là. Alors, ils viennent empirer la pollution existante, ils viennent empirer les effets de l'urbanisation, les vulnérabilités individuelles demeurent. C'est ce genre de contexte qui fait que les changements climatiques viennent taper sur un clou qui est déjà enfoncé plus ou moins. Suivant. La façon dont ça fonctionne, c'est encore là assez simple. C'est soit que c'est direct, dans le sens qu'il fait chaud, vous perdez beaucoup d'eau, vous travaillez fort et vous faites un coup de chaleur, ou un arbre vous tombe dessus parce qu'il y a une grosse tempête, vous êtes blessé ou vous êtes tué. C'est ce qu'on appelle l'impact direct. C'est important, mais quand même plutôt mineur ici au Canada par rapport à d'autres régions du monde où les inondations tuent beaucoup plus, par exemple. Les impacts indirects, c'est le plus important pour nous et aussi ailleurs. C'est les effets sur l'eau, l'air. L'eau devient plus chaude, plus propice à contenir des bactéries, virus, parasites. La qualité de l'air se détériore. La production alimentaire peut être mise en problème à cause de la sécheresse ou à cause d'une inondation encore. Alors oui, c'est ce genre de choses-là
qui va venir changer notre fonctionnement quotidien, va venir changer nos usines d'eau potable, nos usines de traitement des eaux, et donc notre capacité à garder un environnement sain, surtout en milieu urbain, avec un contexte démographique en croissance et des pollutions qui ne baissent pas d'aucune façon au niveau du CO2 ou de certains autres polluants importants. Suivant. Quelque chose qui est bien connu, vous en avez entendu parler, la maladie de Lyme, maladie de Lyme, dépendant comment on le prononce, qui n'était pas présente au Québec localement. Il y en avait toujours un oiseau qui laissait tomber une tique qui mordait quelqu'un de temps en temps, comme on le voit partout, jusqu'en Alaska, jusqu'au Nunavut, encore aujourd'hui. Les cycles locaux sont partis depuis 35 ans environ du Connecticut, où existe le petit village de Old Lyme, et puis est monté tranquillement. C'est aux États-Unis la maladie à déclaration obligatoire la plus fréquente maintenant sur tout le continent. Et au Québec, on a eu 500 cas l'année passée, dont une bonne partie attrapée localement, surtout en Estrie, Montérégie, un petit peu à Montréal. On voit que ça va cependant se répandre de façon progressive jusqu'à vers le niveau de Rimouski, Saguenay et une partie de l'Abitibi, des Terres-Cries. Donc, on est rendu là à peu près. C'est une montée à cause de l'écosystème plus favorable. Suivant. L'autre maladie zoonotique bien connue, encore là, ce n'est pas beaucoup de cas, hein, c'est quelques centaines de cas de temps en temps, va devenir plus présente au cours des prochaines décennies au Québec parce qu'il va faire plus chaud et il va rester de l'eau, ce qui fait que les moustiques qui la propagent vont être capables de mieux survivre. Donc, il y aura des cycles locaux là aussi. Certains endroits qui vont être plus secs, on le voit en bleu aux États-Unis, vont voir un peu diminuer cette infection-là. Alors, ce sont au point de vue des impacts indirects, des choses quand même importantes, qui coûtent cher, mais qui ne touchent pas un grand nombre de personnes à l'heure actuelle. Peuvent le devenir éventuellement, mais pas encore, et en tout cas, pas dans la prochaine décennie. Suivant. Pierre, il nous reste à peu près un gros 5 minutes. Parfait. Alors, d'autres infections sont au niveau entérique, donc l'intestin, les gastro-entérites, les gens qui ont des puits privés, c'est encore 20% du monde au Québec. Il y en a aussi dans les eaux de baignade. Suivant. Le pollen, qui fait que mondialement, on a à peu près doublé le nombre de personnes allergiques et qui ont la rhinite allergique saisonnière. On commence l'enquête à l'automne pour voir. On pense que ça va être dans le 20% environ. Suivant. La pollution de l'air peut venir d'ailleurs. Ici, c'est des feux de brousse dans les prairies et dans le Midwest américain qui font un effet d'entonnoir vers le Québec. Alors, ça nous affecte aussi. Ça aussi, c'est censé augmenter par 3 ou 4, un facteur de 3 ou 4. Suivant. La pollution de l'air est déjà extrêmement importante à cause des automobiles, à cause du chauffage au bois et du transport en général. Se rajoute celui des feux de forêt, bien sûr. C'est le polluant numéro 1 au Canada. Suivant. Le changement climatique vient augmenter de l'ordre de 20 à 30% le niveau de polluants présents, que ce soit l'ozone ou que ce soit les matières particulières, les PM. Alors, c'est quand même un gros effet des changements climatiques sur les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Suivant. Les décès, c'est une période courte, une canicule, mais ça peut augmenter du tiers les décès, comme on a vu à Montréal en 2010. Suivant. Par contre, il y a beaucoup de maladies. Hein? Avant de mourir, là, on peut venir mal, on peut faire des arythmies, on peut être affecté par la pollution qui arrive souvent en même temps que les canicules. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé notre taux de climatisation augmente, les traitements s'améliorent, les connaissances de la population des médecins s'améliorent. Et lors des canicules, on meurt moins en Europe comme ici. Mais éventuellement, ça a une limite, cette adaptation.
La prochaine, c'est une prochaine diap, une simulation à l'échelle mondiale publiée dernièrement qui montre, nous, on est en haut à gauche, c'est quand même, et vous prenez uniquement la colonne de droite parce que c'est le niveau d'émission de CO2 qu'on a présentement. Et vous voyez qu'il y a des excès de mortalité de 4 ou 5 de façon générale quand on combine tout, le canicule et chaleur moyenne. Certaines zones en Asie, c'est énorme, c'est des températures qui ne sont pas supportables physiologiquement avec les humains qu'on connaît maintenant. Et donc, il y a une inégalité nord-sud qui persiste et aussi Asie par rapport à Amérique. Selon qu'on a plus ou moins d'eau aussi. Suivant. Au Canada, on a fait une simulation avec Éric Lavigne et ça montre qu'aussi spatialement, c'est très diversifié, mais les augmentations prévisibles de l'ordre de 4 à 7 en général dans tout le sud du Canada où se retrouvent nos grandes concentrations de population en 2090. Suivant. Beaucoup de ménages en zone inondable qui coûtent très cher au Québec, comme ailleurs dans le monde. Suivant. Suivante, OK. On a mené, par exemple, c'est ça. On a mené une étude sur l'inondation du Richelieu qui avait duré longtemps et qu'est-ce qu'on a vu? C'est les événements cardiovasculaires qui mènent à l'hospitalisation, les chances d'en avoir un quand on a été inondé par rapport à des groupes contrôle, c'est de l'ordre de 25 Puis si on a déjà une maladie cardiovasculaire, c'est 69 de chances augmentées de se faire hospitaliser pendant un événement important comme ça. Suivant. Effet sur la santé mentale aussi, une étude récente menée suite aux inondations de Montréal, où vous voyez des augmentations de 20-40 si on a reçu des services, ça diminue la prévalence. Si on n'en a pas, bien, on est un tiers de plus à être malade et d'avoir des symptômes de stress post-traumatique. Suivant. Juste se sentir mal est fréquent lors d'une canicule. Vous voyez ici une étude qu'on fait depuis 2010. Jusqu'à 40 des gens ne se sentent pas bien au niveau physique, au niveau mental. Et si on va à la suivante, il y a un excès lors de ces canicules-là de mortalité quand on reste dans un îlot de chaleur. Et il y a un excès de morbidité, de maladie. 12 des gens vont consulter leur médecin lors d'une canicule. C'est des coûts énormes. On a calculé 50 à 60 millions par canicule. Et les plus défavorisés, éventuellement, sont toujours plus touchés parce qu'ils demeurent davantage en îlot de chaleur que les plus favorisés qu'on voit à gauche, les beaux quartiers boisés. Suivant. Et ce sont toutes des études faites au Québec, publiées ici. Alors, en résumé, vraiment, les problèmes de chaleur, de qualité de l'air, d'infection, de contamination des eaux, des aliments, et des effets sur les maladies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses qui augmentent. C'est aussi les cascades dont j'ai parlé qui s'accumulent et ont des effets sur la santé mentale, et aussi, finalement, des effets plus sociaux, populationnels, de migration, d'insécurité alimentaire, de conflits, problèmes psychologiques, selon l'ampleur des risques auxquels les gens sont exposés. Suivant. Alors, juste rapidement, pour terminer, qu'est-ce qu'on a fait comme à l'Institut et ailleurs, suivant, qui est vulnérable? Moi, j'aime pas quand on dit c'est les femmes, c'est les Autochtones, c'est les enfants, c'est les... parce que quand tu additionnes tout ça, ça fait 85 de la population. Mais j'aime mieux dire les personnes dépendantes des autres pour leurs activités. Les personnes avec maladies chroniques à tout âge, les sans-abri, faibles revenus, et les personnes qui vivent des ressources de la Terre ou en région nordique parce qu'ils sont plus sensibles à ces événements extrêmes. Et évidemment, le cumul de tout ça. Suivant. Le risque, donc, on est vulnérable. Il arrive un aléa, un extrême, et est-ce qu'on est exposé ou pas, ça détermine notre niveau de risque. C'est plus la notion importante, je pense, que de dire juste on est vulnérable. Suivant.
On peut agir en sachant si on est en zone inondable ou en îlot de chaleur. Ces informations-là existent. Suivant. On peut être exposé partout, dans toutes les villes du Québec. Suivant. Même dans les petites villes et dans les villages. On a fait cette cartographie-là pour tout le Québec, c'est disponible aussi. Suivante. Beaucoup de gens n'ont pas la clim. Hein, c'est à peu près 20% du monde qui n'ont pas la clim. Les gens, souvent, ont besoin d'être sensibilisés parce qu'ils ne se sentent pas concernés par le problème. Et éventuellement, il y a des moyens. Il y a moyen par des appels téléphoniques, par la famille, par le médecin, par les infirmières, de diminuer beaucoup les impacts. Suivante. Verdir, bien sûr, nos villes. On l'a fait avec le CRE de Montréal, projet ILO. Suivant. On a fait des projets avec une très belle participation pour plusieurs dizaines de millions, mais il en faut beaucoup plus pour rendre nos villes un peu plus habitables, notamment en quartiers défavorisés, des HLM, des endroits comme ça. Suivant. Et il y a beaucoup d'informations disponibles sur nos sites web. On a même créé à la suivante un web média qui montre des choses très concrètes qui sont faites un peu partout au Québec. Alors, ça termine ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Et on encourage l'exercice physique. Éric va vous en parler davantage. Et si vous voulez d'autres sources d'informations, à la prochaine diap, on a publié un manuel Changement climatique et santé. On a un cours, un MOOC en ligne. Il y a eu 20 000 personnes qui ont participé mondialement depuis 1 an et demi. Un gros succès. Et je vous encourage aussi à continuer à vous informer là-dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pierre. Très certainement, vous mettez la table tant en termes de contenu qu'en piste de solutions concrètes. Je rappelle également aux participantes, aux participants que nous aurons l'occasion de vous partager en complément les diapos pour référence et également des hyperliens qui vous permettront de suivre les sources qui ont été citées par Pierre. Et sans tarder, je me tourne maintenant du côté d'Éric, où changement climatique et santé, quelles sont les conséquences sur la pratique santé au Québec? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Mais avant tout, peut-être une brève mise en contexte. Éric, à vous la parole, je vous en prie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, la première diapo? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Merci aux participants et participantes. Merci, Pierre, d'avoir éloquemment exposé toute la problématique et des solutions, des pistes de solutions dans ces premières 15 minutes. Alors, on va continuer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine. Alors, juste simplement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est que je vais parler de projets concrets qui ont été faits par des médecins, par des professionnels de la santé, surtout au Québec, c'est ceux que je connais, aussi au Canada, et en collaboration souvent avec une multitude d'organismes, et ces projets-là n'auraient pas été possibles sans la collaboration de ces gens-là, que je remercie. On continue? Alors, donc, dans un contexte de post-COVID, je pense qu'on a en ce moment un momentum pour repenser notre mode de développement, autant au niveau environnement que de plus de justice sociale, de santé globale et viser la décroissance parce que c'est fondamental. Je vais vous parler donc des projets réalisés, des projets en cours. Je tiens à dire que les connaissances en ce qui a trait à ce qu'il faut faire, elles sont déjà acquises. Ce qu'il faut maintenant, c'est des besoins. Les besoins sont immenses en termes de support politique et financier. Donc, je vais parler d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Prochaine. Oui, prochaine. Ouais. Alors, il y a 6 domaines où l'adaptation au changement climatique est essentielle et urgente pour la santé humaine. Et c'est 6 domaines mentionnés par l'OMS. Donc, on en a parlé tantôt, j'y reviens. Les vagues de chaleur et les îlots de chaleur urbains, la question de l'eau et de la nourriture, de la quantité et de la qualité de ceux-ci, de la pollution, de la qualité de l'air, des transports. Les transports, c'est probablement un des 10 problèmes de santé publique les plus importants dans les villes actuellement. On a parlé des événements climatiques extrêmes, maladies vectorielles, zoonoses et des expositions aux UV. Alors, de quoi je vais vous parler la prochaine? La prochaine, Pierre en a parlé déjà. Oui, alors, en fait,
je vais mentionner un peu 6 domaines où des médecins, des groupes de médecins, de professionnels de la santé sont intervenus. Et je pense que la contribution du milieu de la santé est importante dans ces domaines-là. Je vais parler des questions énergétiques, du transport actif collectif, des îlots de chaleur urbains, de l'alimentation, de l'agriculture, des événements climatiques extrêmes et du virage vers des centres de santé qui en ont bien besoin. La prochaine. On va vous demander pourquoi peut-être des médecins, des professionnels de la santé s'intéressent aux questions énergétiques. Bien, ces questions-là ont un impact évidemment au niveau de la santé et de l'environnement et c'est important de voir quels sont ces impacts-là. Il faut certainement réfléchir très sérieusement aux énergies fossiles et est-ce qu'on devrait délaisser cette filière-là complètement au Québec? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Euh, un aspect sur lequel nous, on a beaucoup travaillé à l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et on a sorti un document l'an dernier qui a été traduit en plusieurs langues, c'est la question de la fracturation hydraulique et des risques pour la santé. Il y a des risques pour la santé, il y a des risques au niveau du développement des petits-enfants, il y a des risques respiratoires, il y a des cancers associés, donc il y a des problèmes sanitaires associés à la fracturation hydraulique. Et c'est important d'y penser avant de s'embarquer dans des entreprises comme ça. Donc, on a fait un gros travail de recherche de synthèse et ça a été possible grâce au soutien de fondations parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Dans un autre ordre d'idée, il y a un groupe de médecins canadiens qui travaille beaucoup sur la gestion des déchets nucléaires de faible, moyenne et haute radioactivité au Canada. Vous savez que c'est un problème mondial. Il y a des problèmes de santé publique sérieux associés à ça et la présence du milieu médical et la recherche qui doit se faire là-dessus est importante. Malheureusement, il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus, mais c'est un aspect fondamental. Sur une note plus positive, j'ai été appelé à travailler avec des compagnies d'éoliennes et différents OSBL sur la question des éoliennes il y a quelques années. Et ben, je suis heureux de vous dire que ça a été un travail fort intéressant et qu'à toute fin pratique, il n'y a pas de problème pour la santé avec l'énergie éolienne si le développement est bien fait. Mais c'est intéressant, ça nous permet d'aller au BAP ou d'aller à des consultations publiques et de revoir toute la littérature, de faire appel à des experts et de dire quel est le point de vue de la santé. La prochaine, s'il vous plaît. Et en ce moment, évidemment, il y a le grand projet GANEL Gazoduc. On a organisé avec des gens de l'UQAM, du Centre québécois du droit à l'environnement, des gens du milieu de l'environnement et de l'énergie, un travail de réflexion, un travail d'analyse sur cette filière-là. Donc, une recherche, on a donné un avis, on a fait une tournée, en fait, d'Abitibi jusqu'à Chicoutimi. Et le but, c'était de donner un avis éclairé à la population et aux élus, aux Autochtones aussi. Et en fait, on pense que lorsque les gens vont avoir un avis éclairé, ils vont être à même de prendre les meilleures décisions. Dans le fond, c'est un plaidoyer en faveur des populations affectées par les projets. Et évidemment, on va suivre les audiences publiques à l'automne prochaine. Alors, je vais vous parler du transport actif. Les gens sous-estiment les bénéfices gigantesques au niveau environnement et santé du transport actif. Et ça, c'est des choses démontrées. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis une vingtaine d'années à l'association. La diminution marquée de plusieurs problèmes de santé, que ce soit l'obésité, le diabète, des maladies vasculaires, maladies cardiaques, hypertension, des cancers, poumons, côlon, diminution de stress, d'anxiété, de dépression, moins de problèmes cognitifs dans les sociétés, les villes où il y a du transport actif, hausse du sentiment d'appartenance à la ville, de sécurité, moins de criminalité dans les villes où on insiste sur le transport actif et le transport en commun. Alors, vous voyez que c'est majeur. Prochaine diapo. Alors, je ne veux pas vous endormir avec des diapos lourdes comme ça, mais c'est un peu le genre d'étude qui se fait. Je vous en montre juste une, promis. C'est une modélisation qui a été faite à Londres où on dit si il y a un transfert modal important, les gens qui marchent feraient 2 km de marche, les gens à vélo 4 km par jour, ce qui n'est pas énorme, avec des véhicules à faible émission de CO2. Quel est l'impact au niveau santé publique? Alors, les DALY, c'est Disability Adjusted Life Years, c'est des issues défavorables, un décès ou un infarctus, une maladie pulmonaire, ben, juste dans un an à Londres, il y aurait 7500 issues défavorables d'éviter. Donc, 7500 personnes qui soit ne meurent pas, soit n'ont pas d'infarctus, n'ont pas de maladie pulmonaire, ou n'ont pas de maladie grave parce qu'on a fait un transfert modal significatif vers le transport actif. Alors, c'est c'est marqué comme impact. La prochaine. Alors, grâce à une fondation privée montréalaise, on a pu faire
à date 3 grandes études et je vous en parle parce que c'est quelque chose dont on est très fiers. En fait, dans laquelle la première, ça a été faite à Montréal en 2017, étude qui a été très bien reçue par la nouvelle administration de la ville à l'époque, où on met dans une banque de données les trajets préférentiels des cyclistes, les données sur les accidents, la mortalité, et on suggère à la ville des voies d'amélioration du réseau cyclable pour diminuer la mortalité, la morbidité. Et la ville avait très, très bien reçu ce travail-là. Alors, on le refait pour Québec l'année suivante et on est en train de le faire pour Vancouver cette année. Et notre but, c'est de faire au moins une ville par année pendant les 5 prochaines années. C'est des études qui ne coûtent pas une fortune, peut-être entre 30 et 50 000 $, mais clairement, un OSBL ne peut pas payer des études comme ça. Les villes, on arrive avec ces données-là un peu sur un plateau d'argent, alors elles sont contentes et Vancouver attend impatiemment les résultats de notre étude pour développer son réseau de transport actif. Dieu sait qu'il est déjà assez développé. La prochaine. Je vous illustre une belle collaboration qui a eu lieu depuis quelques années. Bon, évidemment, l'échangeur Turcot, pour ceux et celles qui sont de Montréal, vous savez l'enfer qu'est l'échangeur Turcot. Mais vous vous rappelez peut-être qu'en 2010, le ministère des Transports avait, c'est ce qui est en rouge au milieu, avait le projet de faire une belle dalle parc, une espèce de passage piétonnier, cycliste, vert, pour pouvoir rejoindre le haut et le bas de la falaise, disons. Dans un projet ultérieur, le ministère des Transports a éliminé la dalle parc. Tollé, une soixantaine d'organismes populaires, de gens du milieu de l'environnement, de la santé se sont mis ensemble et ont dit, il est hors de question que vous enlevez cette dalle parc-là. On a fait des représentations et en fait, on en a fait un projet éducatif et prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est un exemple d'une des propositions, mais finalement, le projet est nettement amélioré. Ce qui se passe maintenant et dans ce qui va venir, c'est non seulement une dalle pour passer d'un côté à l'autre, mais un parc nature, un parc commémoratif pour les Mohawks, parce que c'était leur site de portage pour éviter les rapides de la Chine. On pense peut-être en faire une zone aussi d'exposition pour des sculpteurs. Donc, un projet vraiment rassembleur avec la communauté et avec des partenaires qui sont des OSBL, des gens du milieu de la santé, de l'environnement et compagnie. Alors, c'est le genre de choses sur lesquelles le fait que des gens du milieu de la santé s'intéressent à ça et disent que c'est une question de santé publique de faire ces choses-là, je pense que ça a aidé beaucoup. Prochaine. Rick, il nous reste un petit 5 minutes. Tabarnak, on va aller vite. OK, on va passer. Bon, des villages, il n'y a rien, il y a des projets de recherche, on va continuer. Je vais accélérer un peu. On continue. La prochaine, s'il vous plaît. Vague de chaleur, en fait, Pierre en a bien parlé. Ce que je veux illustrer, c'est des projets sur lesquels on a travaillé. La prochaine diapo. La prochaine. Ce que je veux vous montrer, voilà, c'est bon, le prochain grand quartier qui va se faire à Montréal, c'est le quartier Namur de la Savane. C'est un gigantesque quartier où il y a des problèmes de pollution, d'accès au logement, de justice sociale. Et on a proposé un projet qui inclut des jardins communautaires intégrés au réseau de transport actif, le transport communautaire, des habitations à loyer abordable. Et on pense que c'est une façon, d'une part, de lutter aux îlots de chaleur et d'autre part, d'améliorer la justice sociale dans un coin de la ville qui en a bien besoin. Prochaine. C'est intéressant. Oui, continuons donc. Un projet intéressant de Nature Québec, je ne veux pas le passer sous silence, c'est le projet Milieu de vie en santé qui vise à doter les centres de santé de jardins communautaires pour que les patients, patientes, la communauté puissent y travailler. C'est une façon de déminéraliser les sols. Prochaine. Et on a un projet en ce moment au sud nord de l'île de care farming. Le care farming, c'est l'idée de faire travailler les patients, des gens avec des problèmes cognitifs, des problèmes psychiatriques, des problèmes de consommation, ensemble sur des jardins communautaires à plusieurs fins, les faire être en relation avec le reste de la société, avoir une meilleure alimentation, bouger, l'exercice, l'horticulture, c'est extrêmement important, et déminéraliser les sols. Ces projets-là coûtent aussi entre 30 et 50 000 $ et c'est infaisable avec seulement les budgets des CIUS. Ils n'ont pas d'argent pour ça, tout simplement. L'INSPQ, je le souligne, collabore à ces projets-là. Prochaine. Prochaine, c'est des collaborations qu'on a fait sur les pesticides, mais
Vague de chaleur, Pierre en a parlé. Je pense qu'un de nos rôles, nous, comme médecins de première ligne, c'est d'insister de faire de l'éducation auprès des médecins et des professionnels de la santé qui ne savent pas nécessairement reconnaître un coup de chaleur décompensé. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je ne voyais pas ça. Et maintenant, on voit des gens qui meurent l'été et des jeunes qui meurent l'été. Donc, souvent des gens âgés isolés, mais aussi des jeunes qui meurent parce qu'ils ont un coup de chaleur décompensé, mais aussi on ne reconnaît pas le stress, l'anxiété, la dépression secondaire aux événements climatiques extrêmes. Et c'est un de nos rôles de faire de l'enseignement, de la sensibilisation. Prochaine. Rapidement, avant de terminer, c'est un endroit, et je vais faire ça le plus rapidement possible, c'est un virage vert que l'on doit faire. À peu près 5% des GES émis au Canada viennent du milieu de la santé et l'OMS a suggéré 7 pistes de travail, la prochaine, sur lesquelles on doit travailler. Et il y a un virage vert qui se fait au niveau du milieu de la santé, mais les médecins particulièrement doivent être impliqués là-dedans, ils doivent connaître les problèmes, travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments, bâtir vert, utiliser des sources d'énergie alternatives, on continue. Travailler sur les transports, l'alimentation, les rebuts et l'eau. Je vais vous donner quelques exemples de 3 milieux pour vous montrer ce qui a été fait, ce qui est fort intéressant. Alors, dans l'hôpital où je travaille, on s'est converti beaucoup à la géothermie. On a des projets qui devaient se terminer en 2020, de bannir toutes les pailles, vaisselle jetable, styromousse, 100% de récupération, favoriser le transport actif, transport en commun. Donc, il y a énormément de petites choses sur lesquelles on peut travailler et avec des impacts majeurs, finalement, la prochaine. À Longueuil, à l'hôpital Pierre-Boucher, mettez donc les 2 prochaines, je pense que c'est des images qui vont apparaître. Ils ont fait des choses extrêmement intéressantes avec des plateaux de recyclage où justement la population psychiatrique de l'hôpital a été appelée à travailler et ils se sont rendus compte que quand les gens travaillaient dans ce domaine-là, se rendaient utiles, les patients étaient moins hospitalisés, prenaient moins de médicaments et puis avaient une espèce de sentiment de devoir accompli, disons. Alors, c'est des très, très beaux projets qui sont très porteurs. La prochaine. Saint-Jérôme, qui est un projet très, très novateur, une espèce de digesteur de tous les déchets de salles d'opération, ce qui est un monstre environnemental. C'est le premier hôpital, je pense, en Amérique du Nord qui s'est doté d'équipements comme ça. Alors, vous voyez mais ça a pris de la réflexion, ça a pris que des médecins soient impliqués pour que le projet soit mis sur pied. Alors, j'en mentionne que 3, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se font, mais les gens ont besoin de support pour faire des choses comme ça. Je pense qu'on est rendu à la dernière. Alors donc, les OSBL en santé et environnement ont besoin du support des fondations philanthropiques. La prochaine, je pense que c'est peut-être terminé. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous partager en quelques minutes. Merci. Merci beaucoup. On met vraiment la table et on se dit, bon, alors, certaines pourraient se réchauffer à l'idée de certaines fondations philanthropiques voudraient aborder les changements climatiques. Et maintenant, j'inviterais Annie Bérubé à ouvrir sa caméra, son micro, pour nous partager des pistes d'action pour la philanthropie en santé et inclure donc cette thématique de l'atténuation des changements climatiques. Donc, comment aborder la question? Donc, Annie, à toi la parole. Merci Dario. Merci, bienvenue à tous. Alors vraiment, le docteur Gosselin et Atabert ont bien mis la table sur l'impératif santé publique, santé physique, santé mentale de s'attaquer à la crise climatique et de certaines des solutions qui existent déjà particulièrement pour s'adresser au lien entre la santé et l'environnement. Donc, nous, à la Fondation McConnell, nous avons mis l'emphase sur l'atténuation des changements climatiques, c'est-à-dire l'impératif de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Je tiens toutefois à noter qu'il y a quand même un besoin énorme d'investir dans l'adaptation au changement climatique et la résilience au changement climatique. Mais nous, à la Fondation McConnell, nous avons toujours mis l'emphase vraiment sur l'atténuation des changements climatiques. Nous avons mis l'emphase également à s'attaquer vraiment aux obstacles systémiques, aux barrières
à la réduction des GES au Québec et au Canada. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter de façon très brève nos 3 grands champs d'action et vous donner quelques exemples concrets de projets que nous finançons dans ces domaines. Je tiens toutefois à noter que la plupart des investissements de la Fondation McConnell en changement climatique sont faits en collaboration avec d'autres fondations climatiques. Donc, au Québec, on collabore régulièrement avec la Fondation ECO, la Fondation Familiale Trottier, la Fondation Jarislavsky, par exemple. Et donc, vous avez l'option, si vous êtes intéressé à investir en changement climatique, de vous joindre à plusieurs collaborations qui existent déjà en philanthropie, où les projets sont évalués de façon conjointe et où les investissements sont vraiment mobilisés. Et donc, même si vous croyez avoir seulement des ressources philanthropiques limitées pour vous attaquer à la cause climatique, sachez que par l'entremise de ces collaborations-là, votre investissement aura un impact qui sera quadruplé dans certains cas parce qu'il y a une collaboration qui existe déjà. Alors, comme vous le savez, le GIEC a rendu public un rapport très important en 2018 sur l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre globales de moitié d'ici 2030 afin d'éviter les pires impacts des changements climatiques. Et les pires impacts des changements climatiques, eh bien, le Dr Gosselin les a bien expliqués pour nous au Québec. Ils vont continuer de s'accélérer et de s'exacerber. Donc, on doit continuer de s'adapter et de bâtir des communautés plus résilientes au changement climatique. Mais nous ne pourrons plus continuer à nous adapter au changement climatique si nous n'investissons pas massivement à réduire les émissions de GES au Québec et au Canada. Donc, plusieurs des investissements de la Fondation McConnell et de ses collègues dans d'autres fondations philanthropiques visent à s'assurer que le Québec et le Canada fassent sa juste part de l'effort global de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout d'abord, notre premier champ d'action a toujours visé à maintenir l'engagement citoyen dans la cause climatique. Nous savons que pour que tous les paliers de gouvernement, que ce soit la municipalité, la ville, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, investissent dans la lutte au changement climatique, il doit y avoir un mouvement citoyen qui appuie les gouvernements à prendre des mesures ambitieuses. Il y a 10 ans de ça, on était vraiment dans la communication de la science climatique, à vraiment éliminer le déni de la science climatique. Maintenant, la communication climatique vise vraiment à mobiliser les gouvernements pour qu'il y ait des mesures ambitieuses basées sur la science. Alors, je vous donne quelques exemples concrets. Le mouvement climatique au Canada est organisé sous le réseau canadien Action Climat, Climate Action Network Canada, qui regroupe des communautés religieuses, la plupart des grands syndicats canadiens et québécois, tous les organismes environnementaux, les organismes jeunesse et des organismes qui œuvrent dans tous les secteurs au Canada et qui vraiment collaborent pour faire pression sur les gouvernements, principalement du Canada, dans les négociations climatiques internationales et les politiques climatiques au Canada. Alors, ce mouvement-là, ce réseau-là bien organisé existe déjà et ça, c'est une belle opportunité de continuer à l'appuyer pour que toute organisation qui souhaite s'impliquer dans les changements climatiques ait une bonne information pertinente. À la Fondation McConnell, nous avons investi depuis plusieurs années en collaboration avec d'autres fondations à soutenir la communication climatique efficace. Nous appuyons 2 communautés de pratique en communication climatique, une qui est située dans le Canada anglais et une qui est située au Québec et qui est gérée par l'équipe de Copticom. La communication climatique nous permet de donner des données probantes, des recherches pour permettre à toute organisation, que vous soyez une entreprise, une industrie, que vous soyez un groupe de femmes, que vous soyez un groupe jeunesse ou des professionnels de la santé, d'avoir les outils, les messages, les données probantes pour communiquer sur l'action climatique à votre public cible. Donc, ces communautés de pratique-là génèrent constamment des sondages d'opinion publique, des recherches qui vont être diffusées par des dizaines et des dizaines d'organismes au travers le Canada et le Québec pour bien communiquer sur l'urgence des changements climatiques.
Dans un deuxième temps, donc ça, c'est le premier champ d'action de la Fondation McConnell, vraiment l'engagement citoyen dans la cause climatique. Notre deuxième champ d'intervention vise à appuyer les organismes, les académiques, les think tanks, les instituts de recherche qui font des plaidoyers pour améliorer les politiques publiques auprès de tous les paliers de gouvernement. Je vous donne quelques exemples. Nous avons une collaboration d'environ une douzaine de fondations philanthropiques qui financent 12 organismes environnementaux à travers le Canada pour faire pression sur le gouvernement du Canada d'adopter des politiques climatiques ambitieuses, mais également de faire le suivi dans leur implantation. Ce collaboratif est géré par Financeurs Environnement Canada, donc Environment Funders Canada, et opère depuis maintenant plus de 5 ans. Les organisations qui y travaillent ont travaillé, par exemple, à l'adoption du système fédéral de tarification carbone, à la réglementation des émissions du méthane du secteur pétrolier, à l'élimination des subventions aux énergies fossiles, au projet d'investissement du gouvernement fédéral en transport collectif dans toutes les provinces, à l'électrification du transport, à l'adoption de bâtiments éco-énergétiques. Et ce travail-là se poursuit, cette collaboration-là, elle est toujours en cours. Je voudrais parler spécifiquement à la relance économique à la COVID. On note, et que je sais que vous êtes probablement au courant, que tous les paliers de gouvernement s'apprêtent à mettre de l'avant une série de politiques publiques, de mesures fiscales, d'investissements publics pour créer de nouveaux emplois, pour s'assurer qu'il y a un retour et une relance économique face à la récession imminente due à la pandémie. Et donc, très rapidement, les fondations philanthropiques se sont mobilisées pour faire des octrois à des organismes qui ont fait des propositions très concrètes et très détaillées au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, pour que nous ayons une relance économique verte et qui soit sobre en carbone. Donc, vous avez sûrement vu la couverture médiatique de certains de ces organismes qui ont fait vraiment des recherches très avancées, qui ont modélisé le nombre d'emplois créés et les réductions de GES qui seraient reliées à certains investissements des gouvernements en mobilité durable, en transport actif, en bâtiment, en technologie et énergie propre. Donc, ça, c'est un autre bel exemple de collaboration philanthropique qui répond vraiment à une opportunité qui a été créée par la COVID. Nous travaillons également de plus en plus à appuyer les villes et les municipalités qui ont également plusieurs leviers pour réduire les GES. Je note donc le travail qui est fait par le Caucus Climat. Le Caucus Climat regroupe des conseillers municipaux qui se sont engagés dans l'action climatique. Donc, vous savez que plusieurs municipalités au Québec et au Canada ont déclaré un état d'urgence climatique. Et donc, on doit appuyer les conseillers municipaux qui sont des leaders en environnement et qui souhaitent de façon concrète mettre des plans de réduction de GES de l'avant dans leur municipalité. Nous appuyons également beaucoup le mouvement jeunesse pour qu'ils puissent bien comprendre comment les conseils municipaux dans leur communauté opèrent et comment ils peuvent mobiliser le mouvement jeunesse et faire des interventions au niveau municipal également. Nous avons également financé certaines études qui ont permis de faire la quantification, la modélisation des GES qui serait possible dans le prochain plan climat de la Ville de Montréal. Donc, ce sont quelques exemples dans le champ d'action politique publique où nous investissons en collaboration avec plusieurs autres fondations. Notre dernier champ d'action, dont je voudrais mentionner, est le champ d'action de la finance durable. Donc, on sait que pour s'adapter au changement climatique, pour bâtir des communautés qui seront résilientes à l'impact des changements climatiques et pour réduire les GES, les fonds publics ne seront pas suffisants. On ne peut pas dépendre à 100% des fonds publics des municipalités, des gouvernements provinciaux ou du gouvernement fédéral. On doit mobiliser le capital privé, sortir le capital privé des industries qui sont intensives en carbone et mobiliser le capital privé vers l'économie sobre en carbone. Malheureusement, il existe plusieurs obstacles et beaucoup de manque d'informations pour permettre
aux gestionnaires de fonds d'investissement, aux gestionnaires de fonds de pension, aux institutions financières, aux banques qui détiennent ces fonds d'investissement de déplacer leur capital vers l'économie sobre en carbone. Donc, à la Fondation Méconnor, nous finançons plusieurs organismes, plusieurs instituts de recherche académiques qui fournissent l'information nécessaire aux investisseurs pour promouvoir la finance durable. Je noterai entre autres le Canada Climate Law Initiative et plusieurs projets qui mobilisent les bénéficiaires de fonds de pension. Malheureusement, les fonds de pension au Canada et au Québec, que vous soyez un enseignant, que vous participiez à un fonds de pension de la fonction publique, sont massivement investis dans l'expansion des énergies fossiles au Canada et à l'étranger. Alors, il y a un besoin urgent de décarboniser les fonds d'investissement des pensions, des fonds de pension, pour protéger le rendement à long terme des pensions et le risque climatique que ça représente. Et en conclusion, Annie? Donc, en conclusion, ce sont 3 champs d'action de la Fondation McConnell qui se font toujours en collaboration avec d'autres fondations philanthropiques. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des réseaux d'experts, que ce soit dans le système de santé, en santé publique, dans le domaine des arts, de l'éducation. Et nous, ce qu'on entend à la Fondation McConnell, c'est que tous ces intervenants-là souhaitent se mobiliser dans la cause climatique et on doit leur donner les outils, les investissements de le faire. Alors, peu importe dans quel secteur vous œuvrez, il y a un potentiel de collaborer et d'investir dans la cause climatique. Et nous, à la Fondation McConnell, nous allons continuer de collaborer avec Fondation Philanthropique Canada pour vous offrir un menu d'options qui sera au goût de tous et qui vous permettra d'investir rapidement, que ce soit avec votre fonds de dotation ou des octrois caritatifs, dans des projets qui existent déjà en philanthropie au Canada. Donc, merci. Merci infiniment, Annie. Écoutez, c'était tellement intéressant qu'on a décalé un peu le temps prévu. Toutefois, on ne voudrait surtout pas réduire le temps alloué aux questions. Il y en a déjà et rapidement, je commencerai avec une question qui est importante et je vous dirais, là, on nous a appelé à la sobriété en carbone dans les investissements à la fin du laïus d'Annie, mais là où il y a une pléthore de mots, si on pouvait prendre le temps de nous expliquer un peu, de nous indiquer qu'est-ce qu'on entend par atténuation, lutte, résilience, l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il y a des nuances ou où doit-on lire des synonymes et où doit-on voir des concepts complètement différents? Est-ce que j'aurais Pierre qui souhaiterait intervenir? Pierre, s'il vous plaît. Oui, je peux répondre. L'atténuation, ça veut juste dire réduire les gaz à effet de serre par quelque moyen que ce soit. L'adaptation, ça veut dire, dans le fond, comme je l'ai dit, on arrêterait les gaz à effet de serre demain matin. On en a encore pour 30 à 40 ans, à cause de l'énergie accumulée dans le système, à subir les conséquences. Puis, on n'a même pas diminué, on continue à augmenter les gaz à effet de serre. Donc, si on ne change pas nos façons de faire dans la vie de tous les jours, l'adaptation, ça touche tous les domaines de la vie publique, de la vie privée. On va subir des effets encore plus importants. Alors, un exemple d'adaptation, Éric en mentionnait que zéro déchet dans les hôpitaux, zéro déchet dans la bouffe à la maison, c'est des choses qui sont utiles aussi, qui changent les façons de faire. Et la résilience, c'est simplement, est-ce qu'on a la capacité personnelle ou l'accès aux services ou les revenus pour s'adapter justement, pour installer la clim chez soi, qui est quelque chose d'assez simple à comprendre, qui coûte de l'argent. Merci beaucoup pour cette précision. J'aurais une autre question.
dans le Q&A, comment la pandémie, on a entendu beaucoup de témoignages, la réduction temporaire de l'émission de gaz à effet de serre à cause du confinement, de la distanciation. Comment la pandémie peut nuire à l'environnement qui nous entoure? Est-ce qu'on peut voir des éléments de conséquences négatives de la pandémie? J'ai Annie qui a ouvert son micro. Oui, certainement. Mais le risque majeur de la pandémie, c'est que, on est un peu vraiment dans un coma économique. On est dans une pré-récession économique qui est causée par les besoins de la distanciation sociale. Et il y a un risque, comme on l'a vu dans toute récession économique, si on regarde par le passé, la récession économique de 2008-2009, par exemple, quand il y a une relance économique, il y a une relance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a une relance économique qui exacerbe la crise climatique et qui est un retour à la normale. Et ce que plusieurs organismes font beaucoup de plaidoyer auprès des gouvernants en ce moment, c'est qu'on ne peut pas se permettre un retour à la normale. On ne peut pas se permettre une relance économique qui créerait uniquement des emplois dans les secteurs qui sont émetteurs de GES, mais qu'on doit vraiment diriger cette relance économique-là vers des secteurs sobres en carbone. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu global. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Union européenne a mis de l'avant un plan de relance économique assez ambitieux qui vise vraiment des secteurs faibles en carbone. Je dirais qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des opportunités avec la pandémie également. Les gens ont remis en question certaines habitudes personnelles. On peut se poser la question si nous allons continuer de voyager par avion autant que nous l'avons fait par le passé. Nous pouvons nous demander si les gens vont se tourner vers leur propre communauté pour la sécurité alimentaire plutôt que se procurer des aliments importés. Si nous allons avoir une opportunité, vraiment la plus grande opportunité, c'est d'ouvrir nos villes et nos rues pour le transport actif sécuritaire. Alors, oui, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités dans la réponse à la pandémie. Merci, Annie. Éric, est-ce que vous souhaitiez intervenir, ajouter? Merci. Oui, merci beaucoup pour les réponses. En fait, ce que je veux mentionner peut-être, c'est que c'est pas pour rien peut-être qu'on a eu un coronavirus, comme on a eu un Ebola, comme on a eu un MERS-CoV il y a quelques années. Ça illustre peut-être qu'on a franchi des limites à ne pas franchir. Il y a une limite à être en contact avec la nature, avec les animaux, avec ces virus-là ont probablement toujours existé, comme l'Ebola a probablement toujours existé dans le règne animal. Et puis, on est rendu à un moment où on a tellement, où on voyage tellement, où on a tellement dépassé, je pense, ces limites-là de respect de la nature qu'on s'expose de plus en plus à des virus ou des agents pathogènes. Fait que je pense que c'est comme, pas un canari, mais c'est un signal qui devrait nous encourager à aller vraiment vers un mode ou vers la décroissance, en fait, vers un mode de fonctionnement qui est radicalement différent parce qu'on le sait, on n'a pas le choix pour articuler ça très rapidement. Bien, merci, Éric. Et je continuerai dans cette ligne des maladies, des zoonoses et de ce canari dans la mine. Et j'ai deux questions que je regrouperai. Voyez-vous, la question est à nos trois panélistes, est-ce qu'il y a un lien entre la dégradation environnementale et l'éclosion de la COVID en particulier? On a évoqué donc la maladie de Lyme. On a évoqué également le virus du Nil occidental dans les maladies zoonotiques, les zoonoses. Quels sont les éléments à retenir là-dessus? Je vois Pierre qui a également ouvert sa caméra. Peut-être Éric en complément sur ces liens-là et Pierre par la suite. En fait, Pierre peut certainement mieux expliquer toutes les zoonoses que moi, mais c'est clair qu'avec le réchauffement climatique, il n'y a pas que la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental, il y a beaucoup d'autres agents pathogènes qui montent lentement, et puis on va être de plus en plus exposé. Une des choses qui est particulièrement inquiétante, c'est dans les populations autochtones dans le Nord, on est en train de briser non seulement leur alimentation traditionnelle, ils vont avoir plus de surinfections
d'infections bactériennes. Pierre en a parlé, mais on est en train de détruire leur mode de vie en détruisant leur mode d'alimentation. Alors, c'est des choses qui ont des impacts à plusieurs niveaux. C'est le seul élément dont je voulais parler. Je vais laisser Pierre parler du reste. Merci, Eric. Pierre. Oui, bien, tout simplement ajouter une dimension qui n'est pas souvent mentionnée, mais qui, dans le fond, est sous-jacente à tout ça. C'est le nombre d'humains sur la planète, là. Alors, il y a une espèce, la nôtre, à 8 milliards et quelques, centaines de millions, qui accapare les ressources de la planète pour se nourrir, pour s'amuser, pour construire ses maisons et tout. Et on dépasse 50% de toutes les terres de la planète et des mers qui servent uniquement à l'espèce humaine. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour les autres espèces. La biodiversité est en déclin à cause de nous. Et comme mentionnait Eric, ben, à chaque fois, dans le fond, qu'on coupe une forêt pour avoir un banc en teck dans notre jardin, ben, on enlève l'habitat d'un singe, et on augmente le risque de contact avec les virus qui sont là. Alors, comment régler cela? C'est pas évident. On pense que ça devrait se stabiliser d'ici environ 50 à 75 ans et commencer à diminuer ensuite. Mais c'est le genre de questions taboues dont il ne faut jamais parler. Et pourtant, c'est ça qui est l'élément principal. Le nombre de personnes et le niveau de vie que tout le monde veut avoir de plus en plus élevé, qui fait que oui, ça dégrade tout, y compris notre protection contre bactéries, virus, parasites, mais pollution de l'air, pollution chimique, pollution des sols et tout, là. Voilà. Merci. Annie, est-ce que tu souhaitais intervenir là-dessus? Non, je ne vois pas de... Ben, il y a eu plusieurs articles scientifiques récents dans Nature Journal, The Guardian, qui vraiment démontrent que la dégradation de la biodiversité a un impact vraiment assez... Il y a une corrélation assez directe entre la dégradation de la nature, de la biodiversité et l'émergence de plusieurs virus. Alors, la science est là. Et d'ailleurs, en septembre, à New York, ce sera la conférence des parties sur la Convention sur la biodiversité, secrétariat sur la biodiversité de cette convention qui est à Montréal. Et des enjeux autour de cette protection seront discutés plus en profondeur. J'ai une question de Brian Bronfman dans le Q&A. Comment voyez-vous les effets climatiques sur la paix sociale et quelles sont les pistes, les idées pour gérer ou pouvoir faire face à ces effets sur la paix sociale? Et comment voyez-vous l'articulation de la promotion, la mise en œuvre des objectifs de développement durable à cet égard? Donc, c'est une vaste question. On pourrait partir dans un seul webinaire là-dessus, mais je vois Annie, je vois Pierre vous avez allumé vos micros, Eric également. On va commencer par la politesse, mais Annie, je t'en prie, j'aimerais vous entendre. Très brièvement, je pense que le docteur Gosselin et notre Bal ont bien expliqué. Je sais que Pierre n'aime pas le terme, mais vraiment, il y a des personnes qui sont particulièrement vulnérables à l'impact des changements climatiques. Et donc, la crise climatique vient exacerber les inégalités sociales, comme on l'a vu par la COVID également. Et nous, à la Fondation Mekonos, ce qu'on va faire au cours des prochaines années pour nos octrois et nos investissements en crise climatique, c'est qu'on veut vraiment doter de ressources financières et d'outils les populations qui sont particulièrement exclues, marginalisées ou sous-représentées dans les solutions climatiques. On se préoccupe beaucoup du fait que les communautés, les villages, qui dépendent des énergies fossiles, par exemple, la main-d'œuvre dans ce secteur-là doit être accompagnée et financée pour faire une transition hors de ce secteur-là. On veut que les femmes soient à la table au sein des compagnies d'énergie renouvelable et de technologies propres. On veut que les jeunes soient à la table quand des décisions sont prises sur les politiques climatiques. Donc, on est en pleine transition vers une économie sobre en carbone, mais il faut que ce soit une transition qui soit juste et équitable
et qui n'exacerbe pas nos enjeux d'inégalité sociale et de pauvreté au Canada. Merci, Annie. Pierre et ensuite Éric. La question est excellente. Puis les services de renseignement américains se la posent depuis 10 ans et listent les problèmes de conflits sociaux reliés au changement climatique dans leur top 5 des risques depuis une dizaine d'années, il y a encore l'année passée. Et c'est pareil en Europe. Et on le voit dans les faits, une bonne partie des migrations qu'on voit en Europe présentement ou au Moyen-Orient sont liées à soit des conflits reliés à l'eau, soit des conflits reliés à des extrêmes climatiques. Et donc, si c'est pour être multiplié par 3 ou par 5, comme les simulations nous le disent, ça peut amener une situation de sauver sa peau. La seule solution qui reste, c'est d'aller ailleurs. Et aller ailleurs, ben, ça crée des conflits quand ça arrive en trop grand nombre. Et il faut le préparer. Je pense que ça fait partie des choses à préparer aussi ici à Montréal, ici au Canada. C'est quelque chose qu'on commence déjà à affronter. Quand il arrive des gros événements dans les Caraïbes, on l'a vu, mais ça va arriver partout en même temps sur toute la planète. Et ici aussi, il y a l'immigration interne. Donc, oui, toute action, comme le disait Annie, comme le disait la question, toute action visant à réduire certaines inégalités comme prévu dans les objectifs du développement durable est utile et va contribuer à diminuer l'impact de ces problèmes climatiques qui viennent se superposer à d'autres types de problèmes. Merci, Pierre. Éric, en complément? Oui, ben, non, rien en complément. Non. Mais simplement dire, il y a des pistes de solutions, puis je veux pas tanner le monde avec les questions de transport collectif, transport actif, mais c'est des choses simples là, qui améliorent l'accès aux services de la part des moins nantis. Donc, il faut tout faire, je pense, pour favoriser ça, diminuer les îlots de chaleur, favoriser l'accès aux services chez les gens qui ne l'ont pas actuellement. Et il y a des choses concrètes qu'on peut faire. Les gens ont l'impression des fois que les problèmes sont gigantesques, mais chaque petit projet dans une ville, dans un domaine, a un potentiel de faire, je ne veux pas dire tache d'huile, mais un potentiel de stimulation et de l'environnement, certainement, oui. Merci, Éric. Merci. C'est là-dessus qu'on conclut. Certains se diront, nous sommes au milieu de l'été. Il reste encore deux bons mois pour commencer à imaginer certains octrois, certains programmes. Dans le cadre de cette collaboration climatique, je donnerai la parole à Inès en conclusion. Inès Chalala de Fondation Philanthropique Canada. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Certains seraient intéressés à prendre davantage d'informations. On se tourne et on attend quoi au cours des prochaines semaines? Merci. Inès? Oui, vous m'entendez? Très bien, merci. Merci beaucoup, merci. Bon, d'abord, je voudrais commencer par remercier tous nos panélistes. C'était vraiment une discussion intéressante qui a aussi soulevé la question des relations et des liens entre le changement climatique, ses impacts et les autres secteurs, sur les autres secteurs, notamment l'éducation, notamment la santé, bien sûr, c'était le sujet et le propos de notre webinaire. Mais vraiment, je pense qu'un des messages clés que je retiens de cette discussion, c'est que lorsqu'on octroie des dons en tant que fondation, il nous est nécessaire de penser à plusieurs dimensions en même temps. C'est vraiment que ce soit dans le secteur social, par rapport aux populations marginalisées, par rapport aux populations plus vulnérables, à des questions dont on parle beaucoup, mais on parle un peu moins de l'impact et de la vulnérabilité, en tout cas, des changements climatiques sur ces mêmes populations que nous sommes en train de soutenir, par exemple, en termes d'action sociale ou d'action de santé. Donc, je voudrais vraiment remercier tous les panélistes pour cette riche séance d'information. Remercier aussi tous les participants qui ont été à l'écoute et qui ont posé des questions très intéressantes.
Je réalise aussi qu'il y a énormément d'informations qui a été partagées aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit tantôt, nous allons partager les diapositives des présentations avec tous les participants. Nous allons aussi faire des liens, vous inclure des liens sur des ressources intéressantes qui pourraient approfondir vos connaissances en termes de changement climatique et vraiment essayer de répondre à la question mais moi, le changement climatique n'est pas une priorité dans ma fondation. En quoi vraiment est-ce que c'est pertinent? Donc, nous élaborons cette initiative avec le soutien de ces 5 fondations, principalement pour créer un espace de dialogue et pour sensibiliser et peut-être même mobiliser d'autres fondations et les aider aussi à identifier quelques pistes d'action. Annie plutôt a mentionné la cartographie que nous étions en train de faire. Elle sera disponible très prochainement, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous la voulez. Elle donne vraiment un aperçu de toutes les initiatives intéressantes en action climatique au Québec et à Montréal en particulier. Certaines qui sont déjà soutenues par certaines fondations, d'autres pas. Il y a aussi des organismes intéressants que vous pourriez peut-être vous engager avec. Je voudrais aussi dire que nous avons, et ça c'est une habitude que nous avons, c'est d'inclure un petit sondage suite à nos webinaires pour être à votre écoute, pour avoir un peu des idées aussi sur d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. On a parlé de plusieurs problématiques autour de l'action climatique et du sujet changement climatique. Peut-être que vous souhaiteriez en entendre plus sur certains aspects de cette question-là. Donc, je vous invite vraiment à partager cette information avec nous à travers le sondage. Et je vous invite aussi à rester à l'affût des nouvelles, de vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà à notre bulletin hebdomadaire qui partagera très très prochainement le programme que nous avons pour vous à l'automne et notamment concernant cette initiative climatique. Nous avons un certain nombre de webinaires et certains outils aussi que nous allons produire prochainement. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à rester connectés, comme on dit. Voilà, donc je remercie de nouveau tous nos panélistes, à Dario aussi, notre modérateur pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dario, pour ta contribution. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.